Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui va du coup s'attarder sur le chapitre 3 du livre de Boba Fett, donc la nouvelle série qui est en cours sur Disney+. Je suis encore une fois en compagnie de Max Rebo Collection avec qui on va discuter de ce nouvel épisode. Tout à fait. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une première partie sans spoilers et une partie avec spoilers. On reviendra justement plus en détail. Il y a 2-3 trucs quand même à dire. Il y a des éléments assez importants dans l'épisode quand même à préciser. Donc on aura de quoi dire, je pense, sur ce chapitre 3. Mais du coup, là, on va commencer la partie sans spoil, avec notre avis global sur l'épisode. Et justement, on va peut-être commencer par ça. Ce chapitre 3, c'est The Streets of Mos Espa. Les rues de Mos Espa, ouais. La traduction est aisée, je pense. Oui, effectivement, là, ils ont pas pris de risque. Ça va, c'est bon, ça passe. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé en fait de ce troisième chapitre? Non, mais c'est toujours dire... Les mimiques disent beaucoup déjà. Ouais, les mimiques disent beaucoup. Pour l'instant, c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié des trois. Alors, c'est vraiment étrange comme sensation parce que c'est un épisode assez paradoxal parce qu'il se passe finalement pas mal de trucs dedans. En termes de factuel, il y a pas mal d'événements sur l'avancée de l'intrigue parce qu'on avait un épisode la semaine dernière où on avait le sentiment que les pions se mettaient en avant pour la partie d'échecs. Là, c'est un peu la même chose, hein. Il y a un peu plus de... il y a des avancées de ce côté-là, on apprend des choses, mais je trouve qu'il y a quand même un gros problème de rythme, parce qu'il se passe des choses, mais j'ai pas l'impression qu'il s'est passé des choses. Tu vois, c'est ça le paradoxe, parce que je m'ennuie presque devant l'épisode. Je trouve qu'il y a des problèmes alors peut-être plus des gros problèmes de réal, parce qu'au niveau du... il y a pas mal de trucs que je trouve assez maladroits dans la caractérisation du perso qui sont assez énervantes, assez frustrantes, et au niveau de la mise en scène, au niveau de la réalisation, notamment des scènes d'action, et du rythme général de l'épisode. On est quand même sur un épisode relativement court, c'est le même format que le premier épisode, et finalement... malgré ce rythme court, malgré le fait qu'il se passe quand même, somme toute, pas mal de choses, moi, je me suis ennuyé. J'ai trouvé que ça a pas de rythme, c'est maladroit, c'est un peu chiant sur pas mal de trucs, notamment la mise en scène de la course-poursuite. Ça, on en reparlera parce que... qui est lente. Donc pas mal de... des hauts et des bas, pas mal de trucs intéressants qui sont vraiment gâchés par une réal, je trouve, qui met pas en valeur l'épisode. Donc, met pas en valeur les persos. D'accord. C'est assez... Un peu déçu, je pense. Un peu déçu, et c'est pour ça que je parle de paradoxe, parce que quand tu reviens sur l'épisode, quand tu listes les événements qui sont passés, tu te dis ça a quand même bien avancé, enfin il s'est passé des choses, et que quand tu le regardes, t'as pas ce sentiment, tu vois. C'est assez déroutant. Je pense vraiment, je te rejoins, alors je suis assez partagé aussi, parce qu'en fait... J'aime beaucoup pas mal de trucs qui sont présentés dans l'épisode, un peu factuellement, comme tu as dit. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Comme on dit, on progresse dans la trame, on progresse dans le scénario. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes à voir. Si tu me racontes l'épisode de vive voix comme ça, il y a des trucs intéressants, tu vois. Il se passe des choses, on avance, etc., comme on disait. Mais c'est vrai que... Et en plus, il est plus court quand même que le précédent. Parce que là, il fait 38 minutes celui-ci, alors que l'autre, il dépassait les 50. Ce qui fait qu'on a une bonne dizaine de minutes en moins, minimum. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un sentiment bizarre un petit peu en le regardant. En me disant, mais attends, j'avais une impression de lenteur. Et je me disais, mais attends, mais l'épisode, il est pas fini déjà là. Enfin, j'avais l'impression qu'il allait finir, tu sais, à toutes les scènes.
un petit peu en termes de longueur. Je me disais, mais attends, mais 38 minutes, on vers la fin là, non? Parce que je sais pas, il y avait une impression, on va dire, là, bon, je commence par le côté un peu négatif, hein, comme ça c'est expulsé, on va dire. Je sais pas, il y avait un manque de peps quoi, dans le truc, surtout sur une scène en particulier que tu as évoquée. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus en détail sur la partie avec spoil. Mais je sais pas ce qui se passe en fait. C'est Rodriguez, je sais pas. Pourtant, c'est un réalisateur de films. Mais il est quand même connu. Il a fait des trucs, c'est pop, c'est punchy, c'est assez survolté d'habitude. Ce qu'il fait, c'est un des grands potes de Tarantino. Ils ont pas la même façon de filmer, mais justement, enfin, quand tu vois c'est Machete, c'est Desperado, c'est une nuit en enfer, enfin, il fait des trucs bourrés d'action, assez punchy, assez. Et là, punaise, j'allais dire que à chaque fois pour la mise en boîte des scènes d'action, elles deviennent chiantes. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Bizarre, des scènes qui devraient être un peu marquantes et un peu spectaculaires se retrouvent un peu, je sais pas, moins impactantes, moins fortes, moins impressionnantes aussi. Et c'est pas une question d'effets spéciaux, pour le coup. C'est pas une question que ça fasse cheap, je trouve. Ah non, parce que c'est le mouvement, quoi, en fait. Ouais, vraiment, je sais pas, ça manque un peu de cœur, un peu d'action, quoi, je veux dire, je sais pas. Mais par contre, après, honnêtement, une fois qu'on met de côté ça, je trouve que ce qu'apporte l'épisode en termes d'histoire, en termes même de personnages, d'éléments introduits, etc., je trouve qu'il est très intéressant au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, en fait. Si j'ai vraiment apprécié cet épisode-là, parce que je pense vraiment je l'ai apprécié pour le coup, hein, vraiment je l'aime bien, comme le premier un petit peu, à peu près pareil, je trouve. Le 2 était vraiment très bon. Le 1 et le 3 se valent à peu près, je trouve. Et pour le coup, c'est vraiment des épisodes que j'aime, mais pour ce qu'il raconte, pour ce qui est factuellement présenté dans l'épisode. Et voilà, il y a 2-3 petits griefs, on va dire, sur la réal, mais je pense que là, les éléments de l'histoire et les éléments d'histoire, on y reviendra un petit peu plus tard dans la partie avec spoil, mais il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées quand même dedans. Donc après, je pense que là, sans spoil, ça va être difficile d'aborder ce genre de truc, mais mitigé un petit peu aussi, même si j'ai bien apprécié. C'est vraiment l'aspect manque de punch qui il se passe plein de choses et en même temps on a l'impression qu'il se passe pas forcément tant de choses que ça. Enfin, c'est un petit peu spécial quoi. Et surtout que là j'allais dire on en est quand même au 3e épisode d'une série qui n'en compte que 7. Il faudrait que les choses s'accélèrent et là je trouve qu'au niveau de la réal ça apporte presque un coup de frein après un 2e épisode qui mettait pas mal de choses en avant. Après, peut-être que... alors je sais pas, au niveau du découpage des épisodes, s'il y avait peut-être des fois moyen de faire des épisodes un peu plus longs en intégrant des trucs et en... Ça, c'est un truc qu'on pourra juger, je pense, avec les 7 au total. Mais un peu partagé, quoi, pour le coup. Je pense que là, pour vraiment aborder en détail tout ça... c'est mieux. On va passer en partie avec spoil. Donc voilà, à partir de maintenant, évidemment, on va passer en partie avec spoilers pour vraiment détailler tout ce qu'on a à dire sur l'épisode. Donc à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand-chose à faire d'être spoilé. Donc, le chapitre 3. Première chose, je pense qu'on peut remarquer, c'est... Le moine Baumard. Non. Ah oui, ça y est, c'est le plan de la bande-annonce, c'est vrai qu'il est là, avec le druide araignée, avec le cerveau là-dedans. Donc les Baumards sont là. Ouais. Mais du coup, je pense, première chose à remarquer, globalement, sur la structure de l'épisode, c'est l'inverse du 2. Hein. Ouais. Puisque dans le 2, on avait un tiers, et même c'est même bien pire que ça. On avait un tiers de trame présent et 2 tiers de flashback, en gros, sur l'épisode 2. Là, on a vraiment 5 minutes, à peine, de flashback, et on a tout le reste dans l'intrigue principale, dans la trame du présent. Donc j'avoue que quand j'ai vu que le flashback s'arrêtait très vite, j'ai été un peu surpris et j'étais un peu content, tu vois, dans le sens où je me suis dit, c'est bien, du coup là on va se focaliser sur le présent. Du coup voilà, ça c'est une petite remarque que j'avais envie de faire avant de, tu vois, vraiment d'aller en détail dans le truc. C'est vraiment l'inversion totale, on va dire, du chapitre 3 par rapport au chapitre qui l'a précédé. Là on va vraiment aller à fond. Je pense qu'on peut parler de la scène du flashback peut-être, comme ça ce sera évacué, puisque en gros on se rend compte que Boba Fett chevauche un Banta maintenant, du coup, qui fait des plans très classe en plus. Pour le coup, il y a 2-3 plans assez sympathiques. Ça visuellement, c'est toujours assez réussi.
va dire en termes d'effets spéciaux, même si après il y a 2-3 choix artistiques, notamment sur des persos dont on va parler après, qui moi me laissent un peu... Sur les autres, c'est ça? Ah non, pas les Hutt. Je pensais au gang qui apparaît dans l'épisode, qui ils font trop hors contexte. Ah oui, alors oui, non, ça on en parlera après, ouais. Pour le coup, ouais, d'accord. Mais ouais, donc non, visuellement ça en jette toujours, et ça c'est vrai que les bantas, les créatures sont super bien à chaque on fois. en parlera d'une après, vers la fin, qui est bien faite aussi. Qui est bien faite aussi, ouais. Mais du coup, après, c'est vrai que ces flashbacks-là, en gros... on est dans la partie spoil, hein, donc en gros ça nous raconte comment la tribu Tusken s'est fait décimer. On retrouve le symbole des Kintan Strider, on apprend le nom du groupe de bikers, on retrouve leur symbole sur le camp Tusken, et du coup on suppose que c'est les bikers à qui Boba Fett avait subtilisé les motojets dans l'épisode d'avant. Dans le chapitre 2, c'est ça, et qui sont revenus pour tous les tuer. D'ailleurs, juste avant de passer à autre chose, les Kintan Strider, c'est un petit clin d'œil assez sympa, puisque c'est le nom d'une créature qui est utilisée comme pièce pour le holo-échec, pour le Dejarik. Et du coup, en fait, le Kintan, c'est le nom de la planète, on va dire, d'origine des Nikto. D'accord. Et comme c'est un gang de Nikto, bon voilà, il y a un petit truc comme ça qui est assez sympa. Donc le Kintan Strider, c'est le nom de ce petit gang de Tatooine qui était en train de tabasser Camille et son pote là. Alors moi, tu vois, je me demande, enfin, si ceux qui sont pas vraiment derrière tout ça, c'est pas plus le syndicat des Pikes. Parce que c'est aussi l'intérêt de ce flashback, c'est de montrer que finalement Boba Fett a déjà fort à partir dans le passé avec les Pikes, parce qu'après leur avoir pris le train, il leur propose grosso modo un sauf-conduit dans les déserts, donc auprès des Tusken, et pour ça il faut payer, donc sachant que les Pikes lui rétorquent qu'il paye déjà la protection de ses bikers. Donc c'est vrai que la logique, c'est que ce soit les bikers qui déciment les Tusken pour se venger, pour récupérer le contrôle de leur désert. Mais je verrais bien la main des Pikes un peu dans cette histoire aussi. Ouais. Est-ce qu'ils sont pas suffisamment fourbes pour les monter les uns contre les autres? Et grosso modo, tu vois, en fait... il te montre que finalement l'ennemi des flashbacks, l'ennemi du passé, ce sera aussi l'ennemi du présent, et donc ça, au final les Pikes sont partout. Ouais, les Pikes sont partout parce qu'ils vont être très présents dans la partie c'est ça présente. Et pour le coup, moi ça m'a un peu je m'y attendais en fait, en vrai. J'avais pas envie forcément de voir ça. J'avais pas envie de voir la tribu Tusken se faire trucider. Parce qu'on s'y attache pas mal quand même en 2 épisodes quand tu y penses. Les liens que Boba Fett crée avec eux sont quand même assez touchants, surtout quand tu vois qu'ils ont disparu. Tu sens qu'il est vraiment touché par leur disparition. Ce qui te fait deviner d'ailleurs qu'il a passé pas mal de temps avec eux au final. C'est une scène assez jolie en plus, un peu en écho par exemple aussi avec ce qui est fait avec les Jawa dans l'épisode 4. Tu sais, quand ils brûlent les corps. Oui. Ça fait un peu la même chose. Il y a la même scène où justement ils rassemblent les corps de la tribu pour les brûler sur une espèce de bûcher funéraire un peu sommaire. Mais il y a une jolie scène là, par rapport à tout ce plan-là de l'épisode, je trouve. C'était assez... voilà. Mais tu vois là encore... Qui donne un peu plus d'émotion au personnage de Boba Fett du coup. Ouais, et qui montre aussi, je trouve, qu'il a un défaut, c'est de peut-être des fois trop sous-estimer certaines personnes et penser que les Pikes ou que les autres finalement vont accepter quasiment d'emblée le fait qu'ils s'approprient le désert, qu'ils vont demander aux Pikes de leur verser un tribut, et donc finalement il a ce côté, il considère que voilà, il y a une victoire et que ça y est, on va se plier et reconnaître son autorité
Pas si simple, quoi. C'est pas si simple. Et pour le coup, j'ai l'impression à chaque fois dans son approche une vision assez simpliste, assez naïve des choses, et qu'il croit que finalement tout va passer crème. Disons qu'en fait, après, moi je peux comprendre ça par rapport au personnage, parce que là on empiète un peu sur la trame présente aussi. Ouais. Mais je peux comprendre ça du personnage quand tu sais que Boba Fett, c'est juste, entre guillemets, c'est un excellent chasseur de primes, mais c'est juste un chasseur de primes. Ouais. Le gars, il est employé par des gens pour retrouver, pour tuer des cibles. Il a aucune connaissance de ce que c'est d'être un boss de la mafia, quoi. Et ça se voit dans la série. Il n'est pas Jabba qui veut, hein. C'est ça. Même Bib Fortuna, t'as l'impression qu'il s'en sortait un peu mieux que lui, quoi. Alors que moi, je pensais vraiment que Bib Fortuna, il avait vraiment aucun pouvoir. Ouais. Donc, moi, je pense vraiment que la série part du principe que c'est un chasseur de primes, il connaît rien à ce monde-là. Enfin, il fait partie de ce monde-là, mais disons qu'il connaît rien aux logiques, au fonctionnement en fait des gangs et comment ça se dirige surtout. Et c'est aussi qu'il veut, malgré l'équipe qu'il forme avec Fennec, c'est que tu as l'impression qu'il veut tout gérer tout seul et tout faire tout seul. Et il va devoir... c'est son passif de chasseur de primes qui l'amène à faire ça, je pense. C'est vrai que c'est plutôt cohérent. Disons que c'est cohérent sur le traitement du perso et sur ce qu'il est. Après, finalement, c'est assez frustrant parce que sa coolitude, son charisme en prend un coup, je trouve. C'est... Et là, pour le coup, dès la première scène... L'espèce d'audience, c'est ça, non ? Ouais, l'espèce d'audience qui se passe au temps présent. Alors, si la partie avec le droïde, où tu as un petit historique de Jabba merci pour cette scène aussi. Hein. Ouais, parce que c'est pas mal, ça. Le contexte, on a attendu le chapitre 3 pour nous expliquer le contexte de Mos Espa. Et c'est vachement bienvenu. Tu te dis, il aurait dû commencer par là. Limite, surtout qu'en plus, on en parlait un petit peu avant de commencer d'ailleurs. Tu te dis que, je sais pas, après c'est peut-être parce qu'il a pas les réflexes, hein, tout simplement, mais il sait qu'il y a différentes factions, on va dire, qui sont établies à Mos Espa. Ouais. T'essayes de rassembler tous ces mecs-là et tu leur fais c'est moi le nouveau boss, quoi. Parce que là, il va voir le maire en particulier. Le maire, apparemment, en plus, on te dit, on sait pas vraiment s'il a une si grande influence que ça. Enfin, c'est pas très clair, quoi, comme truc. Tu te dis, tu prends les anciens lieutenants de Jabba, parce que je suppose que c'est ça, parce qu'en plus, on avait vu dans les trailers, tu sais, l'espèce de réunion. Cette scène. Hein. Et moi, je suis. Ouais, moi, je pensais qu'elle serait dans celui-là. Hein. Moi aussi. C'est frustrant, ça. Je suppose qu'elle sera dans le 4. Parce que là, on a exposé les différentes tribus, on va dire, les Nikto, les Aqualish et les Klatooiniens. Donc, petit contexte qui fait pas de mal pour une série qui n'en manquait pas forcément énormément, mais clarifier un petit peu 2-3 trucs sur la situation, c'est pas mal quand même. Avant de savoir justement ce que le personnage va faire, c'est quand même bien d'avoir un petit peu de contexte, quoi. Donc ça, j'avoue que c'était pas mal. Et ce droïde-là, il sert bien quand même. Il est assez utile. Il sert pas qu'à torturer des petits gonks. C'était le bon vieux temps. Hein. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, pour revenir à cette fameuse audience là avec le gars, là, franchement, en plus, c'est un pégu, quoi, le type. Ouais, non mais. Et aucune classe, aucun rien, mais et le type. Au moins dans Camelot, elles sont marrantes ces scènes. Hein c'est vrai qu'en plus, ça fait un peu Guetno, les paysans qui arrivent. Oui, c'est le pécor qui vient se plaindre. Se plaindre. Et c'est vrai que, franchement, il manque de respect totalement. Il s'adresse à lui, mais comme si c'était un gonze qui croise dans la rue, quoi. Enfin, tu te dis, mais fais-toi respecter un petit peu, quoi. Enfin, alors, tu vois, autant sa relation, c'est pareil avec certains autres persos. Et il y a des enjeux derrière, il y a un minimum de stratégie, de politique, de respect mutuel. Autant là, t'as aucun respect pour le type. Lui, il lui manque de. Là, pour le coup, punaise, la pauvre Fennec, là, je pense qu'elle avait envie de le buter, mais... Elle a eu envie de tuer pas mal de monde, je pense, dans l'épisode, pour le coup. Ouais. Du coup, c'est vrai que cette entrevue avec ce mec-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Je m'attendais à ce que le désingue sur place, honnêtement. Et il y a eu une scène aussi plus tard où je me suis dit, mais elle va le flinguer, là, c'est pas possible. Je pense que tu vois à qui je pense. Oui. Oui. Apparemment, le gars se plaint d'une espèce de gang de bikers avec... il les présente comme des espèces de... moitié robots, moitié humains, comme des humains augmentés, on va dire. Et en gros, qui viennent l'embêter. Oui. Bon, ça fait un peu la... Comment dire ? Et surtout qu'en plus, là, tu vois qu'une surface du personnage, parce que t'en apprends un peu plus tard. Et, Ouais, non, mais c'est surtout que, grosso modo, bougez-vous, parce que bon, c'était pas ça du temps de Bib Fortuna,
Allez, Lui il faisait son boulot, allez, bougez-vous le cul, quoi. Bah, c'est ça. Et ce type. D'où tu parles comme ça à Boba Fett, quoi. Mais voilà. Non, mais, enfin, je sais pas, Boba Fett, quand même, moi, dans Star Wars, Boba Fett, c'était quand même un chasseur de primes badass. Là, franchement... Sur cette scène-là, ça va pas trop, ouais. Ah bah, punaise, quand j'ai vu le début d'épisode, je dis, ça commence vraiment mal. Parce que je disais, punaise, son charisme en prend un coup. Il se fait marcher dessus par ce type qui va presque lui expliquer la vie et lui dire comment faire, quoi faire. Ah là là... On voit qu'il est pas rodé à ce genre de truc, hein, pour le coup. Une balle dans la tête, là, direct. Et du coup, il se rend dans les rues de Mos Espa, Ouais. ce qui donne le titre de l'épisode d'ailleurs. Et en gros, il va voir ce gang de bikers qui... Alors, je pense qu'on peut en parler maintenant. Ah oui, non mais... Alors, toi, tu les aimes pas, je crois, c'est ça? Enfin, sans pas les aimer non plus, alors, mais... C'est pas que je les aime pas, c'est que je trouve qu'ils font un peu tâche dans l'atmosphère tatooinienne. L'atmosphère tatooinienne, c'est ça. Pour moi, ils sont, je sais pas, sortis d'un... Je trouve un site... Tu vois les sites comme AB Productions, avec leur... Non, là, c'est un peu beaucoup. Non, là c'est un peu beaucoup. Mais, c'est pas Hélène et les garçons non plus, bah oui, tu vois, avec sur leur petite moto et tout ça. Mais non, mais enfin, je sais pas, ils ont un look qui fait plus la jeunesse dorée ou des bas-fonds de Coruscant. Tu vois, sur leur moto, plus à fréquenter un genre de club comme celui qu'on voit dans l'épisode 2 que sur Tatooine. Enfin, je sais pas, Tatooine, c'est un truc désertique là, avec leur scooter flambant neuf, rutilant et machin. C'est pas. Tatooine, c'est du crasseux, c'est du sable, c'est de la poussière. Ils sont trop propres. Ben voilà, ils sont trop propres, ils sont même, tu vois, je les trouve bien fringués à s'acheter ils portent du Zadig et Voltaire, ils portent pas du Tatooine, quoi. C'est-à-dire, en parlant de moto, on l'a pas dit, dans le flashback, il y a Pelimoto de Mandalorian. Il y a Pelimoto. C'est ça. Et ces droïdes, les petits droïdes. Son vélo. Voilà, parce que, non. Mais et du coup, il y a voilà, parce qu'on a parlé du flashback, mais on n'a pas abordé ça, avec le petit décor des storms sur les pics. Ouais. C'est magnifique. Enfin voilà, petit aparté sur petit clin d'œil à Mandalorian dans le flashback. Mais ouais, pour le coup, sur ce gang-là, alors franchement, je trouve qu'ils ont un bon look. J'aime bien les idées, tu vois, d'augmentation cybernétique. Parce qu'il y en a un, il a un truc aux mains, l'autre, il a un truc, je crois qu'il a un pied cybernétique dont il se sert là, plus tard dans l'épisode. L'autre, Drash, ça s'appelle. Elle a un bras cyborg aussi, si je me souviens bien. Et pour le coup, ils ont des looks très atypiques qui passeraient bien, comme tu disais, dans Coruscant. Dans les bas-fonds de Coruscant. Et parce que leur motojet par exemple, ça fait vraiment très moto, mais vraiment années 40, un truc comme ça, ou années 50 même plutôt. Ils ont un look très particulier qui passerait très très bien dans l'imagerie que Lucas a fait pour Coruscant. C'est dans un truc un peu art déco des fois sur certains trucs, un peu à l'ancienne, années 50, American Graffiti, etc. quoi, tu vois, sur certains trucs comme ça. Mais j'avoue que sur Tatooine, ouais, parce que là, tu t'attends à les voir dans un diner, tu sais, avec le jukebox. C'est pour ça que le côté diner dans l'épisode 2 il était carrément présent. Avec Dexter. C'est ça, je pensais à ça, ouais. Mais, non. Ça semblait un peu hors de propos, quoi, tu vois. Parce que le design est intéressant, mais sur Tatooine, c'est un peu... où on garde le concept, mais on les rend plus tatooinesques. C'est ça. Ouais, ça m'a... Et honnêtement, d'ailleurs, c'est des personnages qui, personnellement, je les aurais vus dans un comics, ils m'auraient pas, tu vois, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Mais par contre, avoir des designs aussi atypiques comme ça, en live, ça renforce le côté atypique, on va dire. Dans un comics, des fois, t'es habitué à avoir des trucs un peu plus flambants, un peu plus différents, un peu, voilà. Et peut-être une licence artistique qui aide aussi à ça. Mais en live, ça fait tout de suite... ça clash beaucoup plus, tu vois, avec le... Ah ouais, si, ça... Ouais. Après, du coup, ce qu'on peut reconnaître quand même à cette scène-là, c'est que Boba Fett, il les recrute, au final, et... Alors oui, merci. Enfin, ouais. Voilà, parce qu'il recrute des gens pour lui, quand même. C'est ça, parce que le coup, je suis un parrain de l'impègre à 2. Enfin, 4. Bon, si, ils sont 4, ouais, ils sont 4.
Il y a Et il y a les droïdes. Et il y a les droïdes. Ok, mais bon. Non, il y a le droïde serveur aussi. Il y a le droïde serveur. Ils sont 6. Effectivement, le super gang de la mort. Mais vouloir diriger la pègre à 2, à 4, à peu, c'est un peu risible, quoi. Parce que tu vois que le maire, il a déjà son escorte. Et après, donc, t'as son escorte, t'as sa garde rapprochée. Donc on ne sait pas encore vraiment qui a engagé les assassins aussi, en plus. Ça, c'est toujours laissé dans le flou. Ouais. Donc là, c'est bien. Il grossit un peu sa garde rapprochée parce que s'il veut, effectivement. Mais là encore, hein, tu vois la scène où il les recrute. Papy. Ouais, ils sont pas très respectueux, quoi. Ils sont pas très respectueux. Bon, c'est logique venant d'eux, mais disons que pour son autorité, c'est un peu. Après, ils sont quand même fidèles et assez loyaux, j'ai l'impression, pour l'instant. Mais tu vois, justement, donc, son autorité, plusieurs fois dans l'épisode, mais personne vous respecte, vous n'avez pas d'autorité. Oui. Donc, effectivement, bon, ça montre. C'est dit dans l'épisode. C'est dit dans l'épisode. Je pense que ça sera adressé quand même au bout d'un moment. Surtout qu'il y a un élément particulier qui pourrait lui donner un petit peu d'autorité. On en parlera un petit peu après, je crois. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais ouais, au moins il se fait quelques recrues quand même, il se fait des amis, Boba Fett. C'est ça. Donc au moins il y a ça. Puis après, au final, parce qu'on se rend compte finalement que l'autre c'est un escroc, en gros, le mec était venu se plaindre. Ouais, non, mais et il lui file un. Il le porte sur lui, hein, enfin déjà. Un petit paquet de blé pour qu'il n'emmerde personne, en gros. Et il se récolte ce nouveau groupe, on va dire. Et après, il me semble qu'il revient au palais. Et là, il se fait attaquer. C'est là que débute le flashback qui prend fin avec la nouvelle tentative d'assassinat. Ah, le pauvre. Hein. En quelques jours, là, ça fait beaucoup. Puisque Black Krrsantan s'était glissé. Enfin, allez, Krrsantan le Noir, du coup, en français. S'était glissé dans le palais. Subrepticement, donc personne l'a entendu. C'est ça. Et il attaque assez violemment, on va dire, Boba Fett, dans un combat que j'ai trouvé pas trop mal en plus, pour le coup. Ouais. Où on sentait bien l'impact, tu vois, des coups de Krrsantan. Il y a un moment en plus, il active un truc avec dans sa main, tu sais. Oui, le coup de poing américain. Là, ouais, mais un truc énergétique un peu, tu sais. Mais les patates qu'il envoie sur Boba sont assez impressionnantes, j'avais trouvé. Après, heureusement qu'il y avait sa nouvelle garde. Il aurait pu l'égorger plus rapidement. Ouais, il fallait pas qu'il meure, c'est le scénario. Ouais. Mais pour le coup, après, je trouve qu'ils n'ont pas ridiculisé non plus Krrsantan. Ah non, c'est quand même une menace assez importante. Ouais, parce que. Et heureusement qu'il avait recruté les 4 gars dans la rue. C'est ça, parce que sinon, les gamos étaient en train de dormir, Fennec était au spa. T'as vu comment il te chope les 2 gamoréens en plus? Ah oui. Non mais là pour le coup, et ça on l'a jamais trop vu avec Chewbacca, peut-être un peu dans Solo, mais. Il y a une connexion en Solo dont il faudra qu'on parle d'ailleurs. Ouais. Mais pour le coup, il est bien ce Wookie. Hein. Moi j'adore, punaise, quand il te mord le gamo à la jugulaire. Il le bouffe, ouais. Ah, punaise, ouais. Et même, attends, c'est Boba qui mord à un moment. Oui. Ah ouais, non, il se. Ah, puis c'est violent, il lui plante quand même le garde-fille dans le dos, dans le torse. Non, bah pour le coup, cette scène d'action est pas trop mal, ouais. Après, c'est un peu sombre, mais bon, voilà, c'est peut-être le petit. Mais Krrsantan est quand même assez. On voit bien d'ailleurs, on voit un peu mieux les cicatrices qu'il a sur l'œil là. On les voit un petit peu mieux sur certains plans de l'épisode. Et non, franchement, une jolie scène qu'ils arrivent à faire là-dessus. Non, mais on est d'accord, il y a quand même des trucs cool dans cet épisode. Ah oui, non, il y en a. Effectivement. Ouais. Moi, franchement, ce qui m'a vraiment plombé, c'était cette première partie que j'ai trouvé. Oui, ça partait mal, quoi. Ça partait mal, et. Alors après, donc, les flashbacks sont bien, et au moins avec ces scènes, bon, c'est sympa. Je ne m'attendais peut-être même pas à le voir si rapidement Krrsantan passer à l'attaque. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et ouais, d'autant que la scène d'action est quand même pas mal, et ils réussissent en fait à le neutraliser en le renvoyant dans la fosse. Oui, c'est ça, ouais. Dans la fosse en rancor. Mais ouais, en plus, la façon, tu sais, il se raccroche au truc et Fennec lui balance le couteau, tu sais, dans la main pour qu'il lâche. Enfin bon, ils ont tout fait pour. Heureusement qu'ils étaient nombreux du coup pour gérer Krrsantan, parce que sinon. Ah oui, il y avait moyen qu'un des gamos ou qu'un des membres du gang y passe, quoi. Oh, clairement, même Boba. Hein. Ouais. Le moment où il commence à le serrer, et là tu vois son. Ouais.
Ah, il prend cher. Hein. Surtout qu'en plus, il me semble me souvenir d'une case du comics où il y a un combat justement entre Chewbacca et lui, et Chrysanthemum, où il y a une espèce de prise comme ça. Parce que du coup, en plus, ça m'a pas mal rassuré parce que j'avais un peu peur qu'il passe pour un... Tu vois, qu'il fasse peur à l'épisode d'avant et qu'il passe un peu pour une brêle dans l'épisode d'après, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, pour le coup, non, effectivement, il est bien violent, c'est une menace sérieuse, quoi. Il est pas sympa. Il est pas sympa, ouais. Bon, du coup, vu qu'ils ont réussi à repousser Chrysanthemum, ils fêtent ça avec un petit festin. Il y a trop de bouffe même d'ailleurs sur la table. C'est ça, ouais. Il y a un petit peu trop. Boba Fett, il mange pas. Boba en peignoir. Ah oui. Ah, mais il est joli son peignoir, ceci dit. Il est bien sapé. Et du coup, en fait, on se rend compte que les Hutt sont de retour, les deux jumeaux. Ah bah oui, ils se pointent. Bon, bah on a raté. Vu qu'ils ont peut-être pas reçu de SMS de leur Wookiee pour leur confirmer la mort de Boba, ils se disent bon, bah on va peut-être aller voir notre stratégie. On va récupérer notre Wookiee, quoi. S'il est vivant. Mais du coup, il s'excuse un peu, quoi, au final, hein, t'as l'impression. Ah oui, non, mais alors là. Alors, moi, j'ai du mal à y croire, pour le coup. Ouais. Parce que si c'est vraiment la fin de la menace des Hutt dans cette série, ce serait très décevant. Ce serait très frustrant, parce que pour le coup, moi je les trouve pas si mal fait. Nos Hutt numériques, bon, ils sont pas parfaits, mais ils sont creepy. C'est suffisamment bien fait pour que ça passe, je trouve. Voilà. Et donc les voir se présenter comme ça, je préfère qu'on reste amis, on est parti du on veut pas la guerre. On veut pas la guerre, on veut l'amour. Enfin, non, pas les amours, les affaires. Non. Ouais, les affaires, oui, c'est ça, c'est pas bon pour les affaires. Ouais. Et ils viennent pas les mains vides quand même, parce qu'il faut se faire pardonner. Et ils viennent avec Machete déjà. Ils viennent avec Machete. Ben ouais, voilà. Tu sais que j'ai... Mais Robert Rodriguez, je crois que contractuellement, chaque fois qu'il fait un truc, il y a Danny Trejo. Ouais. Mais en plus, moi, j'avoue que j'ai été... Attends, mais c'est pas Machete là? Si, c'est Danny Trejo. Genre, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il fout là maintenant? Ouais. C'est ça. Mais maintenant, il y a Machete dans Star Wars. Donc Machete Kills in Space. Je pense que tout sera lié à la fin. On va découvrir effectivement. Et moi, il faut qu'il ait une machette laser. Mais ouais, pour le coup, alors ça. Mais Machete ne vient pas seul, puisqu'il vient avec un petit Rancor. Il est tout mignon. Plus mignon que Muchi, hein, d'ailleurs, dans The Bad Batch. Ouais. Mais voilà, les Hutt lui font cadeau en termes d'excuses, on va dire. Ils essayent de marchander pour récupérer Chrysanthemum. Ils lui donnent le Rancor, et comme ça, en gros, Fett leur demande de jurer qu'en gros, ils l'emmerderont pas sur Tatooine au final. Surtout qu'en fait, grosso modo, ils leur demandent de partir. Ouais. Et alors là, c'est là que effectivement, eux. Moi, je doute de ça. Ouais, un truc qui semble un peu bizarre, pas parce qu'ils acceptent finalement Tatooine c'est pourri, on va retourner sur Nalota. Ouais. Non, grosso modo, on s'en va. Bon, c'est pas pour la raison que vous croyez. En fait, la planète a été promise à quelqu'un d'autre, un autre syndicat. C'est grâce à eux qu'il apprend ça quand même. Ouais, il reste évasif à ce moment-là. C'est là qu'on apprend que le maire a pactisé avec ce syndicat et que grosso modo, eux, ils préfèrent se retirer. Alors, c'est pour ça que j'espère qu'on le verra, parce qu'effectivement, stratégiquement, ça serait intelligent de leur part de laisser, entre guillemets, leurs ennemis s'entretuer. Que Fett se débrouille. Pour revenir pour le second round, finalement, éliminer les survivants. Surtout qu'en plus, j'ai envie de te dire, vu comment se finit l'épisode, on a l'impression qu'on va partir en guerre contre les Pike au final. Hein. Ouais, parce que le syndicat, effectivement, dont il est question... il débarque en plus. Et c'est les Pike. Donc c'est pour ça que c'est pas mal ça au niveau des flashbacks, le fait que ce soit la menace passée, la menace présente, où on voit que l'emprise des Pike sur Tatooine, ils cherchent eux vraiment à profiter de la vacance du pouvoir de Jabba pour s'approprier la planète. Ils ont pactisé avec le maire et donc je suis certain que dans les flashbacks on apprendra que Boba Fett fera en sorte d'apprendre que ce soit les Pike qui étaient derrière les Tusken. Ouais. Il y a de grandes chances, je pense que... Parce que là tu vois il y a le symbole des Quintan Strider. Ouais. Il va essayer de les choper, je pense. Il va essayer d'en choper un, il va le saisonner, tu vois, pour lui demander qui c'est qui les avait engagés pour faire ça ou pourquoi ils ont tué la tribu, tu vois. Je pense qu'il y a moyen qu'il remonte jusqu'au Pike pour découvrir ça. Et ça pourrait faire un truc assez intéressant, je trouve, au niveau du personnage.
comme une sorte de vendetta personnelle, tu vois, contre les Pike. Une dent qu'il a contre eux à cause du meurtre je pense, de toute la tribu. Ça pourrait être intéressant, je trouve. J'aimerais bien un développement un peu comme ça. Donc, ouais. Ça m'étonnerait vraiment que les Hutt soient partis. Je suis totalement d'accord avec le fait que... Moi, je l'espère. Laissez faire, parce que... tu vois. Non, et on verra après, quoi. Et surtout, enfin, ce qui serait hyper maladroit, c'est qu'on les introduit à l'épisode 2, on nous fait comprendre que ça va être une menace, eux, ils revendiquent le trône, et finalement, dès l'épisode suivant, finalement, non. Allez, au revoir. Ouais, moi je suis certain que dans les épisodes 7-6, le final de la série, je pense que ce sera vraiment les vrais antagonistes de la fin. Les caractéristiques des films... de tout ce qui concerne l'univers de la pègre, c'est que généralement le pouvoir tout le monde le veut, et donc c'est la multiplicité des ennemis, la multiplicité des parties, la duplicité des personnages qui ont souvent plusieurs allégeances, et que donc voilà, j'allais dire, t'as même envie de voir d'autres protagonistes rentrer dans la danse, outre les Pike et les Hutt, quoi. Ah bah oui. Après, là, je doute qu'il y ait d'autres syndicats qui viennent s'y rajouter quand même. On a déjà suffisamment de trucs. Parce qu'on parlait, je sais, de l'Aube écarlate au tout début. Ça m'étonnerait qu'on les voit au final. Mais après, pourquoi pas. Cool. Ouais. Ce serait cool, mais après, il faudrait quand même qu'ils soient intégrés dans l'histoire. Et là, on commence à avoir quand même pas mal de parties. Déjà, il faut bien exploiter les persos qui le sont, qui sont déjà présents. Donc, on t'introduit les Hutt. C'est vrai que s'ils sortent maintenant du jeu, ça serait une sortie par la petite porte. Et finalement, ça aurait été tout ça pour ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu, tant pis, quoi. Du coup, en espérant que les Hutt soient pas partis très loin, en tout cas qu'ils aient pas perdu l'intérêt dans Tatooine, parce que eux, ce serait une menace assez forte, quoi. Et par contre, en lien avec les Hutt, je suis certain que Chrysanthemum, il y a moyen de le revoir, parce qu'en fait, il lui laisse la Visso au final, genre sans rancune en gros. Hein. Ouais, finalement, on lui laisse le rancor en cadeau, et Chrysanthemum, tu peux le garder aussi comme tribu, c'est ça C'est ça en gros. Ouais. D'ailleurs, à un moment, alors là, par contre, tu vois, je trouve que la relation entre Chrysanthemum et Boba, parce qu'il lui laisse la vie sauve et il le libère, quoi, est plutôt... Parce qu'il sait ce que c'est d'être un chasseur de primes, quoi. C'est ça, et c'est plutôt logique et respectueux entre, grosso modo, on fait le même boulot, et c'est une relation de travail, quoi. C'est le boulot, quoi. C'est le boulot. Parce que les Hutt, ils voulaient qu'il en fasse un gladiateur, quoi, le revende, quoi. Enfin, qu'il fasse ce qu'il veut, quoi. Ouais. En gros, il lui donne, quoi. Je suis sûr que Chrysanthemum ne va pas forcément avoir envie de retourner avec les Hutt après ça. Peut-être qu'il va partir tout simplement, mais ça m'étonnerait qu'on introduise un personnage comme ça pour pas le voir revenir à la toute fin, tu vois, vraiment, peut-être dans les derniers épisodes, pour qu'il soit bien utile à fait sur la finalité de la série. Enfin, je suis certain qu'on reverra ce personnage du coup. Bon, et aussi ce qui est vachement teasé, parce que la scène juste après, c'est effectivement, il prend que... il rencontre son cadeau. Il y a presque une scène émouvante avec le petit rancor. C'est peut-être une des scènes que je préfère de l'épisode. Ouais, elle est mignonne. Mais c'est ultra touchant en fait comme truc, parce que en fait, on a toujours eu cette image vraiment du rancor comme une bête, vraiment un truc qui cherche à tuer, à manger, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Et pour le coup, là, on te le présente vraiment, c'est des animaux sensibles, ils ressentent des émotions fortes avec leur dresseur en plus, on te dit. Mais c'est ça, je sais qu'il y en a qui sont fans de Malakili. Ah ben voilà, mais je voulais en parler de lui. Voilà. Mais on sait pourquoi maintenant, c'est justifié par The Book of Boba Fett, on sait pourquoi il pleure. C'est ça, pourquoi Malakili pleure dans l'épisode 6, dans le Retour du Jedi. Ouais. Parce que je suis sûr que quand il bouffait pas des danseuses ou des gamos, le rancor de Jabba, il faisait des gazouilles comme ça. Mais oui. Vu ce qui est présenté là-dedans, en tout cas, Patissa et Malakili, parce que c'est le rancor et le dresseur justement de Jabba de l'époque, il a dû avoir le même genre de lien là qui est en train de se nouer, on va dire, entre Boba et ce nouveau rancor qui a pas de nom encore pour le coup. Et qui est encore un peu petit, comme on l'a dit, c'est un petit rancor. Ouais. Il va avoir un petit peu de marge en termes de taille. Ouais. Et en plus, là, tu as le tease ultime. Boba Fett qui fait « Ah bah tiens, j'aimerais bien savoir comment on les chevauche. Comme les sœurs de la nuit. » Sur Dathomir, ouais. Ok, très bien. Je veux voir ça tout de suite. Ça j'allais dire, c'est clairement quelque chose là, à mon y a un sens. chef, tu vois. Ouais. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est l'épisode 7. Et en fait...
Le final de la série, on verra ça. Le Rancor va remplacer la litière, en fait. Parce que si tu vois un type qui marche dans les rues de Tatooine avec un Rancor dressé... Effectivement, entre les Hutt qui se font porter et qui sont des grosses cloches qui foutent pas grand-chose... Sa monture, c'est un énorme monstre, quoi. Ouais. Ok, très bien. Ça sera plus classe. Il y a moyen que ça fasse... Là, il va enfin en imposer, mais bon, voilà. Il est quand même trop gentil, Boba. Hein. Il est trop sensible. C'est son séjour sur les Tusken, peut-être qu'il a changé un petit peu. Oui. Bon, enfin, mais bon, ça j'ai hâte de voir ça, comme tout le monde. Et là encore, on parlait, tu sais, tout à l'heure de la qualité des effets visuels. C'est vrai que le Rancor est bien. Hein. Ouais, il est magnifique. Ouais. Le Banta était sublime. Il a des yeux sublimes, le Rancor d'ailleurs. On les a jamais vraiment vus en plus, pour le coup, jusqu'à maintenant. Il est très joli. Enfin, je sais pas si c'est un animatronique, je sais pas si c'est de la 3D, mais il est chouette. L'effet est réussi. Et en tout cas, il y a un lien particulier qui se crée. On nous raconte en fait que la première personne que voit le Rancor, parce qu'apparemment on lui cache les yeux depuis qu'il est tout petit. Ouais. Et la première personne qui voit, il y a une espèce de lien qui se crée, on va dire, avec cette personne-là. Et du coup, là, c'est Boba Fett qui, le dresseur justement, le met face au Rancor pour que ce soit la première personne qui voit. Donc, je pense qu'il y a 2-3 trucs très intéressants. C'est vraiment une super scène, celle-ci. Et pour revenir sur ton côté du Boba sympa, je trouve qu'il y a peut-être une justification à ça. Quand tu vois son histoire, il y a eu son père, tu vois, qui était là pour lui. Il a perdu son père relativement tôt. Et les seules personnes qu'il a côtoyées juste après, je pense à Racing, je pense à Bossk, bon, c'était tous des crevards, quoi. Il n'a jamais eu vraiment, tu vois, de personnes bénéfiques, on va dire, dans son entourage. Jusqu'à son âge adulte, en fait, en gros, jusqu'à ce qu'il se débrouille tout seul. Et je pense vraiment qu'il y a moyen que son passage chez les Tusken soit la première fois depuis, mais vraiment des années, tu vois, qu'il ait vraiment créé un lien particulier avec des gens. Et je pense qu'un truc pareil, on sait pas exactement combien de temps il est resté, ça peut être quelques mois, tu vois, on sait pas vraiment, mais je pense qu'en quelques mois, tu peux vraiment déjà... Enfin, moi, je trouve pas ça si logique que ça, tu vois, qu'il ait pu changer grâce à ça. Parce que quand tu vois toute son histoire, tu te dis, mais en fait, il a connu que des cons ou des crevures tout au long de sa vie. Et là, tu te dis, il se fait accepter comme l'un des leurs, il fait vraiment partie de la tribu, etc. Tu vois, peut-être il y a un... Je sais pas, le fond du personnage qui peut changer un petit peu. C'est vrai que l'univers des chasseurs de primes, c'est des solitaires et c'est leur gueule d'abord, quoi. Donc là, être intégré à une tribu, faire partie d'une famille... Puis il les a perdus en plus maintenant. Ouais. Donc c'est quand même assez lourd, quoi, comme truc. Ça va chier. Et du coup, voilà, maintenant, il a son Rancor personnel qui va devenir peut-être sa monture dans l'épisode 7, comme tu dis. J'espère vraiment qu'on verra ça, parce que c'était assez impressionnant quand tu vois les Rancors et les Sœurs de la Nuit, tu sais. C'était un truc que tu pouvais voir dans divers trucs du Légende. C'est assez impressionnant. Donc, là, ils sont trop avancés sur le teasing. C'est pas subtil. Ne pas aller, ne pas montrer ça. Alors là, les fans vont être hyper déçus. Ce qui serait bien d'ailleurs, si Hasbro pouvait nous entendre, c'est qu'ils montent un projet collaboratif pour vendre un Rancor en Black Series, par exemple. Ça serait bien. Hein. Ça serait bien. Je suis sûr que les gens... les gens accourraient. Ouais. Même à 300, 400 euros, ils le prendraient. Ou pas. Eh oui. Ça a été un échec total, ce truc. Échec total du Haslab qui ont sorti... ils ont tenté de sortir un Rancor. Ils s'en mordent les doigts, je pense, là. Parce que... non, mais enfin, le timing était hyper mauvais. Enfin, Hasbro, des fois... Ils auraient dû le faire après, ouais. Ils le sortaient là, je suis sûr qu'il y avait peut-être l'effet série qui faisait que... Tout qu'il n'était pas si loin de se faire, donc... ouais. Et du coup, après cette scène avec le Rancor, on avance sur l'intrigue du maire, dont on sait qu'il est en lien avec les Pikes au final. Il est en lien avec le syndicat. Effectivement, la scène du Rancor est coupée par le fait que le maire n'est pas visible avant une vingtaine de jours, c'est ça c'est vrai qu'il contacte le gars, c'est ça, non? Si je me souviens bien. Il le contacte et on lui dit, non, il n'y a pas de créneau pour vous, je suis désolé. Pas de rendez-vous. Pas de rendez-vous, peut-être une annulation, je pourrais vous faire un balayage et vos mèches, mais... Alors lui, depuis le début, depuis la première scène avec lui,
Ah là là, non mais il le traite comme mais à moins que rien, c'est dingue. C'est du style, oh bah vous recevrez une délégation prochainement. Mais genre, mais c'est qui ce type, quoi? Et franchement, il le prend de haut. Et ouais. Ah ouais. J'ai cru que quand ils sont allés à la mairie, j'ai cru qu'elle allait le flinguer. Franchement, en plus, je voulais, tu vois, je voulais le voir disparaître. Il me fait rire. Parce que, oui. Mais pour le coup, tu dis, mais ce mec-là, il va pas rester en vie longtemps, quoi. Et tu vois, c'est encore une fois, vraiment, on s'essuie sur les pieds sur Boba Fett, quoi. Ah ouais, non, puis sans vergogne. Hein. Là, tu te dis au bout d'un moment, mais allez, mais tire, sortons d'un tir. Désintègre-le. Désintègre-le. Bah, attends, il était du genre à désintégrer. Là, c'est lui qui se fait désintégrer. Il le casse. Moralement. Ouais. Ah là là. Mais du coup, ils vont à la mairie, puisqu'ils acceptent pas, hein, quand même. Là, il y a un peu de volonté, quoi, quand même, là-dessus. Ouais. Et ils se présentent à la mairie. Le gars essaye de les entourlouper en disant non, mais je peux pas, mais je vais voir. Et puis en gros, il se verrouille à l'intérieur et il se casse. Il verrouille. Oui, effectivement. Donc, le grand courage. Ouais. Et en fait. Courage fuyant. Exactement. Et on comprend au final que le maire s'est barré avant que Fett arrive. Et pour le coup, il a du taf à faire, je pense, parce que là, il y a l'invasion des Pikes qui commence. Mais surtout, le truc, c'est ils vont essayer de choper le majordome. Bah là, il envoie... parce que bon, la grande différence aux scènes précédentes, c'est qu'il se pointe à Mos Espa. Il n'est plus seul, il n'est plus qu'avec... Il a ses bikers... Ces Bobo hipsters, Power Rangers qui effectivement l'accompagnent sur leur trottinette rutilante. Et donc on a. C'est de très jolis modèles, moi je trouve pour le coup. Mais c'est vrai, bon, on va pas revenir dessus, mais. Pas Tatooine, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'autre se barre. Et l'autre se barre. Et là, t'as une course poursuite, mais qui est chiante. Mais non, mais t'as l'impression que. Enfin, là t'as l'impression qu'ils sont à 10 km/h. Bah oui, je sais pas, t'as peut-être des piétons qui roulent plus vite. Même le droïde de protocole, ils arrivent pas à le renverser. C'est pas. Non, mais j'avoue que je me suis dit. Le seul moment dynamique, c'est à la fin de la course-poursuite. Quand le speeder du gars, là, s'écrase dans les étals. Voilà. Le seul plan vraiment dynamique où tu sens qu'il y a de la vitesse. Et qu'il se passe une scène d'action, quoi. C'est vraiment la toute fin avec quand il s'écrrase, en gros. C'est pas parce qu'on met de la musique forte, du métal là, pour nous faire croire que ça va vite. C'est même pas du métal en plus. Non, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas visuellement, ça passe pas, ça fait mou, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était, je sais pas, la course poursuite sur une route de campagne, tu sais, limitée à. C'est les petites en déambulateur, là, ils se poursuivent. La course-poursuite de OSS 117, second en déambulateur, là, comme ça. Là. Effectivement. non, mais... Mos Espa ne répond plus. Franchement, c'est ça que je me dis. C'est très bizarre, quand même, je trouve, que sur des scènes comme ça, Rodriguez, qui est quand même connu, on en parlait tout à l'heure, mais qui est quand même connu pour des films d'action, pour des films qui bougent un peu, quoi, je veux dire. Même Spy Kids, bon, ça avait beau être un trip assez spécial, c'est quand même... c'est divertissant, ça bouge, quoi. Tu peux pas dire le contraire, quoi. Là, c'est vrai que comme tu dis, c'est... Bon, j'irai pas jusqu'à dire on s'emmerde, mais disons, Pas loin. Hein. Non, il y a le moment marrant avec, effectivement, la frise de Jabba. Alors oui, alors ça, il faut qu'on en parle, parce que, justement, c'est un artwork pour le 6, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Donc, avant, je connaissais ce sketch avec les vitriers. C'est ça. Mais là, apparemment, ils ont fait une fresque de Jabba et de sa cour. Donc, il y en a effectivement pour qui sont nostalgiques de la période où c'est Jabba qui était le tyran, le Miu Miu, enfin... Le Miu Miu de Mos Espa. De Mos Espa. Et effectivement, tu revois ça. Alors, Luke a été viré du artwork. Ah oui. Mais t'as Max Rebo et les autres... Donc ça fait la 3e fois que Max Rebo est dans l'épisode. Mais je te dis, à la fin, on va découvrir que c'est lui le vrai parrain de la pègre. C'est le parrain des Pikes, en fait. C'est le parrain des Pikes. Ouais. C'était Max Rebo tout du long. Petit détail d'ailleurs par rapport à cette course-poursuite-là, j'ai trouvé vraiment que le véhicule que prenait le majordome, ça faisait vraiment très dans la veine de ce que prenait Han Solo au tout début du film Solo Star Wars Story sur Corellia, c'est pendant la poursuite. Espèce de speeder, enfin le truc bleu là qu'il a. Vraiment dans la forme, c'est un peu ce genre de truc un peu plat, avec espèce de cadre qu'il y a à l'arrière du... Franchement, alors, c'est pas le même modèle du tout, mais il y a un petit peu l'inspiration, je pense, Solo sur ces véhicules-là.
Et du coup, petit clin d'œil sympathique. Et un autre clin d'œil, un autre film, je pense. Tu sais, le pouce-pouce. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est le pouce-pouce de l'épisode 2, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. En plus, il y a une scène un peu marrante quand même, parce que t'as les deux qui sont sur le truc, là, les bis, et ils essayent de... Non, mais il faut qu'on recule, en fait. Le mec essaye de passer en force, mais il se fait... Franchement, il y a des petits passages marrants, mais... Il y a des petits passages marrants dans la... Après, le droïde de protocole aussi, c'est pas mal. Le droïde de protocole, non mais visuellement, la scène est plutôt bien fichue, les speeders, les décors... en plus, des fois, ce que je reprochais un peu à la série de Mandalorian, c'est que sur certains plans, je sais pas, comme si ils étaient limités par le nombre de figurants. Là, il y a du monde. Voilà, c'était notamment les scènes de Tatooine. Bon, c'était Mos Eisley, mais où grosso modo la ville faisait très vide. Autant là, c'est vivant. Les décors, les speeders, les Vespa, les droïdes, enfin, tout est plutôt visuellement chouette. Après, c'est simplement, je trouve, au niveau de la réal que ça manque de punch. Ça me fait penser. Juste un truc, tu parlais des Vespa des autres. Ouais. Je crois qu'on en a pas parlé sur les autres épisodes, mais les Kintan Strider, ils avaient des Harley Davidson en fait. Tu sais, avec le... Mais Harley Davidson tatooinesque. Oui, non, ça passe. Mais vraiment, c'est le manche comme ça, là, tu sais, genre... avec la position vraiment spéciale là, des Harley. C'est vrai que pour le coup, c'est une scène de poursuite qui est assez décevante. Où du coup, quand elle se lance, tu te dis ah ouais, bon, là va y avoir un truc quoi. Et t'attends que ça décolle en fait pendant tout le truc, je trouve. Où t'as pas vraiment de sensation de vitesse, ni de danger ou de quoi que ce soit. Enfin bon, tu regardes ça, écoute, c'est pas si moche quoi, puis voilà. Vraiment, ça aurait pu être une scène marquante, mais ça ne l'est pas. Yep. C'est dommage. Et comme je disais, le seul plan qui est un peu dynamique, qui ressemble un peu à quelque chose, c'est quand l'autre il s'écrase la tronche sur le mur, à la fin de la poursuite, on va dire, où il se prend un étal entier de Miloron ou d'un fruit quelconque. Là, ça ressemble vraiment au Miloron de Rebels pour le coup. Mais il se prend une cagette de fruits énorme, il en a partout. En plus, ça c'est assez drôle aussi quand tu vois le truc. Le mec se fait arrêter, mais de façon assez lamentable au final. Et Boba arrive en jetpack. Ah oui, alors merci, il utilise son jetpack au bout d'un moment, au bout de 3 épisodes. Quand même, hein. Il y en a beaucoup qui avaient fait la remarque, tu sais, Alors, il y a une justification possible avec l'histoire du jetpack, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. La dernière fois qu'il s'en est servi, ça lui a pas... il y a peut-être un petit traumatisme. Disons qu'en fait, c'est pas tant ça. Parce que si tu remarques, on lui avait, on avait reproché à la scène du chapitre 1 du fait qu'il se serve pas du jetpack pour s'échapper. Tu sais, quand il se fait encercler. Sauf qu'en fait, quand tu remarques, dans cette scène-là, il a pas son casque sur la tête. Ouais. Et par exemple, tu sais, quand Cobb Vanth il récupère tout son attirail, quand on revoit les flashbacks de Cobb Vanth dans Mandalorian, c'est avec le casque qu'il actionne le missile du jetpack, par exemple. Oui. Donc après, tu vois, si ça se trouve, c'est juste une idée de ça. Je sais pas si c'est aussi réfléchi que ça. Mais par exemple, quand il débarque avec son jetpack, là, il a son casque sur la tête. Ouais, que peut-être certaines fonctionnalités... Moi, je dis, ça pourrait passer avec un truc comme ça. À voir, mais je vois pas une incohérence, tu vois, où tu te dis, bah vas-y, utilise ton jetpack. Bah si ça se trouve, en fait, c'est juste une commande qui est dans le casque. Je sais pas, moi ça me choque pas comme truc après, mais je sais que y en a beaucoup qui en ont parlé de ce truc-là, mais du coup, voilà, il s'en sert. Il s'en sert, là on apprend... Là, il en impose un peu, là, tu vois, sur cette scène-là, je trouve. Quand il débarque à la fin, tu vois, ça fait vraiment, il y a ces mecs à lui qui ont fait la poursuite. Bah c'est ça. Et lui, c'est le boss qui débarque. Là, il a vraiment fait... Enfin voilà, il faut pas qu'il considère qu'il est le henchman. Il a maintenant... C'est le chef, lui, maintenant. C'est lui le chef, donc c'est pas à lui de se salir les mains tout le temps. C'est pas... Tu vois, un boss qui en impose, c'est Fisk dans Daredevil, quoi, qui alors peut se salir les mains et justement le fait à chaque fois de façon brutale. Ah bah oui. Mais pour le coup, donc on a là la confirmation que le maire n'est plus là, qu'il a rejoint les Pike. Et eux débarquent. Et les Pike débarquent en force. Une scène qui est assez classe quand même pour le coup, avec le débarquement des différents Pike. Là, ils viennent en nombre. Ils sont une douzaine, je crois, à débarquer, comme c'est reporté par un des nouveaux gars là, qui se greffe au groupe de Boba. Et en gros, l'épisode se finit par on va faire la guerre aux Pike, quoi. Ce qui m'amène à penser vraiment que les Pike, en soi, ça va être des antagonistes importants de la série, mais ça va pas être le Big Bad. Vraiment, le Big Bad, je pense que ça va être les Hutt jumeaux.
Tu vois, vraiment avec un final du style ah bah c'est bon, tu nous as débarrassé des Pikes sur Tatooine, bah allez, on revient. Et on va profiter de ton boulot, quoi, on va te virer. Et puis là, c'est à ce moment-là que Fett va vraiment s'établir comme... Ouais, ça serait plus logique d'avoir l'antagoniste intermédiaire. Et généralement, le vrai méchant se dévoile souvent à la fin. À la toute fin, c'est ça, ouais. En fait, le vrai méchant, c'est la Twi'lek du sanctuaire. Ou c'est Max Rebo. Ou c'est Max Rebo. C'est possible. Ce sera encore plus poussé. Du coup, voilà. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'on ne sait pas qui c'est qui réalise à chaque fois les épisodes. On sait que Filoni a réalisé un des prochains, je crois que c'est le 6, si je me souviens bien. Ou réalisé ou écrit, je ne sais plus exactement. Mais il y avait la news qui était passée sur la page Facebook de la Tribune. Comment dire, vu qu'on sait Robert Rodriguez arrête, quoi. Ça me peine de dire ça, Roberto, parce que quand même... Tu vois, surtout qu'en plus, on avait vraiment, axé la présentation de la série avec ça, avec Rodriguez. Donc je me dis, c'est vraiment dommage que en fait, la série axée autour de Rodriguez, elle est quand même son point négatif le plus important, parce que franchement, c'est vraiment le seul truc qui est pas bien dans la série, quoi, où vraiment c'est sa réalisation lui, parce que quand tu vois l'épisode 2, je veux dire, il est propre, quoi, je veux dire, il n'y a aucun problème avec celui-là, quoi. Et enfin, je sais pas, c'est comment dire, l'argument de vente en gros de la série devient son désavantage le plus... Enfin, je sais pas, c'est dommage quand même comme Ou truc. alors il faut la prochaine fois qu'il fasse un truc, là il se lâche, là il était à l'économie, quoi. Bah, c'est pour ça que tu vois, comment dire, c'est pas que je redoute le prochain, mais j'ai envie que le prochain ce soit pas lui qui l'ait réalisé pour le coup. Tu vois, c'est quand même dommage de dire un truc pareil, quoi. Ah ouais, surtout quand t'as un bon réal en théorie. Alors qu'en plus dans Mandalorian, tu vois, on a eu des réalisateurs différents d'épisode en épisode. Il y a eu Filoni, il y a eu Deborah Chow, il y a eu Favreau lui-même. Je veux dire, il y en a eu, Rick Famuyiwa aussi. Et honnêtement, t'avais une patte un peu similaire, tu vois, sur le truc. Ceux de Chow étaient vachement bien, j'avais trouvé, dans la saison 1. Dire, tu te disais pas, ah tiens, c'est lui qui a réalisé ça, ça va être nul, quoi. Là, pour le coup, je veux dire, je vais voir des scènes d'action molles, je vais me dire, ah bah tiens, ça c'est un épisode de Rodriguez. Bah ouais, disons que... T'as ça sur l'épisode 1, t'es un peu déçu. Encore que je trouve que c'était léger sur l'épisode 1. Ouais, non, mais... Là, c'est plus. Notamment plus. parce qu'il y en avait une comme ça qui était... c'était la scène qui t'était vendue dans la bande-annonce avec effectivement... Avec le combat, là, de la guilde, là, machin. Avec la guilde des assassins, là. Ouais, où ils étaient un peu mous du genou, et là tu vois que sur tout l'épisode, c'est le même défaut qui revient. Donc là tu te dis, ah punaise, deux fois de suite quasiment. J'ai l'impression que c'est quand même sa faute là-dessus, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère vraiment que le chapitre 4, ce sera pas lui qui sera à la réal. C'est quand même dommage, je trouve, d'en venir à penser ça, quoi, parce que tu te dis, bon, c'est quand même un réal connu. On a vendu en partie la série là-dessus, sur sa présence vraiment plus importante que dans Mando saison 2. Enfin voilà, je sais pas, je suis un peu déçu du coup. Bon, et on veut maintenant aussi que le petit coup de mou de la réal et aussi de Boba Fett, là, qui se ressaisissent, et que bon, maintenant ils réunissent enfin les lieutenants de Jabba, qui disent que c'est lui le patron, et que voilà, ils se reprennent en main, le petit. Là, c'est ça. Parce que là, je pense vraiment que ça sera le cas sur les 4-5. Je suis prêt à parier que les 4-5 sont vraiment centrés sur l'unification du clan contre les Pikes. Ouais. Et que le 6-7 sera peut-être l'affrontement final contre les Hutt. Je vois vraiment un truc comme ça. Alors, ce sera peut-être un petit peu différent, on sait pas, ou pas du tout pareil. Mais j'avoue que c'est un truc qui marcherait pas mal, je trouve. À voir ce que ça va donner. Après, ce qui me dérange, tu vois, c'est que là, quand j'avais fini le chapitre 1, je me suis dit, bon, on verra bien, tu vois, sans être emballé non plus au maximum, tu vois. Quand le chapitre 2 est fini, je me suis dit, ah ouais, non, super, là c'est bien, allez, vivement le 3. Là, du coup, tu vois, je suis reparti sur le post-chapitre 1, tu vois, je suis bon, bah écoute, allez, je regarderai la suite, quoi. Bon, allez, l'œil du tigre. Il faut qu'il se... C'est ça. Bah, après, ceci dit, avec un peu de chance, un épisode sur 2, bon, voilà, hein, mais... Ah ouais, non, mais bon... c'est dommage. C'est quand même dommage sur un perso... qui avait l'aura de Boba Fett, qui était quand même un chasseur de primes redouté, le meilleur chasseur de primes de la galaxie, que ça soit un si piètre parrain de la pègre. Et, après ça, je peux comprendre que ce soit le cas. C'est un chasseur de primes, c'est pas un parrain.
Qui se fasse avoir sur certains trucs, mais t'as l'impression qu'il reproduit plusieurs fois les mêmes erreurs, qu'il apprend pas, et c'est surtout qu'il est qu'il fasse des erreurs de débutant et tout ça, mais Parce qu'il sait pas quoi faire, en effet. Il se laisse piétiner, quoi. Allez, bon, il est quand même badass, donc moi, le type du début, si c'est pas le rancor qui le bouffe, c'est, je sais pas, hein. Il y a encore des appareils de torture. Il y en a à la cave. Il y en a à la cave, il faut les ressortir là, ou une petite roquette. Il te désintègre. Tu vois, même dans l'épisode 1, là, quand Excellé, il te désintègre le Yamakasi. Là. Voilà, là, attends, l'autre Charlot qui vient le faire. Hein, tu viens chez moi? Lui, il a vraiment eu de la chance de sortir en vie cet épisode. Hein. Ah, punaise. Et le majordome aussi. Hein. Les deux, là, ils vont y passer. Mais enfin, moi, maintenant, il a un rancor à nourrir. Donc, maintenant que c'est un père célibataire qui doit nourrir son gamin, bon, bah, il va falloir qu'il... il va falloir donner à manger, quoi. Il va falloir donner à manger. Parce que ces petites bêtes-là, ça a besoin. Surtout qu'en plus, c'est sensible et il faut vraiment que ce soit bien occupé. C'est ça. On verra bien ce que ça donne le chapitre 4. Moi, je suis plutôt... Je suis plutôt content de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Parce que vraiment, le seul point négatif, c'est ça. Hein, c'est vraiment la réal. Parce que moi, la caractérisation du personnage, elle me dérange pas. Le changement de caractérisation du personnage, elle me dérange pas. Le fait qu'il soit un peu... Alors, je comprends le côté frustrant, tu vois ce que je veux dire, au fait que il sait pas se démerder, en fait, en tant que parrain du crime. Alors, c'est un peu emmerdant de regarder ça, dans le sens où tu te dis, bon, bah, vas-y, quoi... Tu as envie de lui dire, mais allez. Bah oui, non, mais du coup, c'est un peu frustrant, ouais. Je comprends que le personnage soit pas prêt pour ça aussi. Mais il y a le côté, je fais des erreurs, je suis pas à la limite aussi grand stratège que Jabba, ou il faut que je fasse mes preuves et tout ça, mais pour faire ses preuves dans la pègre, il faut quand même s'imposer un peu, être un minimum, j'allais dire, comment dire, pas brutal, mais... oui, brutal. Ouais. Faut avoir de la force, quoi. Faut s'imposer. La force, de la poigne, et se montrer intraitable et impitoyable. Et là, il est trop gentil. Je pense vraiment qu'on peut conclure en disant factuellement bon au niveau de ce qui se passe, des événements, mais réalisation un peu qui laisse à désirer, quoi, pour celui-là. Et on verra bien comment ça se passe pour le chapitre 4, selon qui a daigné réaliser l'épisode, pour le coup. Enfin, voilà. Je pense qu'on n'a pas forcément grand-chose de plus à dire là-dessus. Voilà, je pense que ça fait déjà 3 fois la durée de la review. Je pense qu'elle a duré 3 fois la durée de l'épisode. Je sais pas du tout où on en est là, en plus. J'ai pas compté, je sais plus. Mais bon. Bah, du coup, ce sera long. On avait beaucoup de trucs à dire, faut croire. Donc voilà. Hein. On a dit ce qu'on avait à dire. Donc du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour la review du chapitre 4. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Là, en plus, on a un petit peu, tu vois, un petit peu plus débattu, un peu plus que d'habitude, je pense, sur certains trucs. Mais du coup, c'est toujours sympa, justement, de échanger un petit peu là-dessus, quoi. Même si là, c'est vrai que la réal était pas ouf. On est d'accord. Ah bah, c'est frustrant, hein, parce que... C'est ça. On a quand même en commun d'aimer tous les deux Star Wars, il y a des choses intéressantes, et donc c'est ça qui est d'autant plus frustrant quand il y a un épisode où il y a des trucs intéressants, voilà, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, allez, à la semaine prochaine. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter aussi évidemment pour décrire l'avis que vous avez sur cet épisode-là. Ça va être aussi intéressant de voir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires donc. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. On se revoit la semaine prochaine. C'est ça, on se revoit la semaine prochaine. À très bientôt. Que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.